Dans un village appelé Ngoro, blotti entre les collines dorées et les méandres de la rivière Sabi, où les baobabs se dressaient comme des gardiens millénaires, vivait une femme nommée Mbala. Sa beauté était légendaire, sa peau luisait comme l'ébène poli, ses yeux capturaient la lumière des étoiles, et sa voix, douce comme le chant du vent dans les palmiers, envoûtait quiconque l'entendait. Mais cette beauté n'était qu'un masque. Le cœur de Mbala était un puits de ténèbres, alimenté par une soif insatiable de pouvoir. Mbala n'était pas née cruelle. Enfant, elle était curieuse, fascinée par les récits des anciens sur les esprits de la forêt et les secrets des plantes. Sa mère, une guérisseuse respectée, lui avait appris à reconnaître les herbes qui soignent et celles qui endorment. Mais Mbala, avide de grandeur, ne se contentait pas de guérir. Elle voulait dominer. Dans sa quête, elle s'aventura trop loin dans la forêt interdite, où elle rencontra un esprit ancien, un être oublié dont le nom était craint même par les aînés. Cet esprit, en échange d'une promesse de loyauté, lui enseigna des charmes sombres, des mots capables de plier les volontés et d'empoisonner les âmes. Mbala, éblouie par ce pouvoir, jura de ne jamais regarder en arrière. De retour au village, elle utilisa ses nouveaux dons pour manipuler les habitants. Un fermier qui refusait de lui céder une partie de sa récolte voyait ses champs flétrir. Une femme qui osait murmurer contre elle tombait malade sans raison. Bientôt, Ngoro vécut dans l'ombre de la peur, et Mbala régna en reine silencieuse, son sourire cachant des intentions venimeuses. Des années plus tard, une étrangère arriva à Ngoro. Aïssa était une jeune femme au regard clair et au pas léger, venue d'un village lointain détruit par une sécheresse. Elle portait une tunique simple tissée de coton blanc, et autour de son cou pendait une amulette, une pierre polie gravée de symboles anciens, héritée de sa grand-mère, une prêtresse des esprits. Aïssa avait un don rare, elle entendait les murmures des arbres, des rivières, et des esprits qui veillaient sur la terre. Les villageois, d'abord méfiants, furent bientôt captivés par sa douceur et sa sagesse. Elle soignait les malades avec des remèdes simples, enseignait aux enfants les chansons des étoiles, et redonnait espoir à un peuple étouffé par la crainte. Mbala, du haut de sa hutte ornée de perles et de plumes, observait Aïssa avec un mélange de mépris et de jalousie. Chaque sourire qu'Aïssa recevait était une blessure pour elle. Chaque louange adressée à la nouvelle venue était une menace pour son pouvoir. « Qui est cette fille qui ose défier ma grandeur ?» murmura-t-elle un soir, ses doigts caressant une fiole d'un liquide noir qu'elle gardait caché sous son lit. Mbala conçut un plan pour éliminer Aïssa. Elle savait que la force brute ou les accusations publiques ne suffiraient pas. Les villageois aimaient trop Aïssa. Elle choisit donc la ruse. Une nuit, alors que la lune se cachait derrière des nuages épais, Mbala se rendit au cœur de la forêt interdite. Là, sous un arbre tordu dont les racines semblaient palpiter comme un cœur vivant, elle invoqua l'esprit ancien. « Donne-moi un poison que nul ne peut détecter », supplia-t-elle. L'esprit, amusé par sa soif de destruction, lui offrit une poudre d'un blanc éclatant, tirée des fleurs maudites qui ne poussent qu'à l'ombre des tombes. Une pincée, et le cœur s'arrête sans un bruit, murmura l'esprit. Mais il ajouta, « Prends garde, Mbala. Les esprits de la forêt n'oublient pas ceux qui trahissent la vie. » De retour au village, Mbala invita Aïssa à un festin, prétendant vouloir sceller une amitié. « Nous sommes sœurs dans l'art des herbes, » dit-elle, son sourire aussi doux que le miel empoisonné. « Partageons un repas pour unir nos forces. » Aïssa, bien que prudente, accepta. Les esprits de la forêt, à travers les murmures du vent, l'avaient avertie d'un danger, mais elle croyait que son amulette et sa foi la protégeraient. Elle se rendit à la hutte de Mbala, serrant la pierre gravée contre son cœur.
Le festin était somptueux, des ignames rôtis, du poisson fumé, et une soupe parfumée que Mbala servit avec soin. Mais au moment où elle versa la poudre blanche dans le bol d'Aïssa, l'amulette de cette dernière s'illumina d'une lueur dorée, si vive qu'elle aveugla Mbala. La soupe se mit à bouillonner, révélant une fumée noire qui s'éleva en forme menaçante. Les esprits de la forêt, outragés par la traîtrise, firent trembler la terre. Les murs de la hutte s'effondrèrent, et une voix tonna, si puissante qu'elle résonna jusqu'aux collines. Mbala, ton cœur est un venin. Tu as trahi la terre et ses enfants. Les villageois, réveillés par le tumulte, accoururent. Ils virent Aïssa, indemne, tenant son amulette, tandis que Mbala, tremblante, tentait de fuir. Mais les racines des arbres s'élevèrent du sol, s'enroulant autour de ses chevilles. Les esprits de la forêt, gardiens de l'équilibre, prononcèrent leur jugement. Toi qui as semé la discorde, tu deviendras un symbole d'avertissement, déclarèrent-ils. Sous les yeux horrifiés des villageois, Mbala fut transformé en un baobab tordu, ses branches noueuses griffant le ciel, ses racines emprisonnant son âme. On dit que, les nuits de pleine lune, son esprit murmure encore, implorant un pardon qu'elle n'a jamais cherché de son vivant. Aïssa, quant à elle, devint la nouvelle gardienne de Ngoro. Elle enseigna aux villageois comment écouter la terre, comment honorer les esprits, et comment guérir les blessures du cœur comme celles du corps. Sous sa guidance, le village prospéra. Les champs refleurirent, les enfants rirent à nouveau, et les récits d'espoir remplacèrent les murmures de peur. L'amulette d'Aïssa fut placée dans un sanctuaire au centre du village, un rappel que la pureté et la vérité triomphent toujours des ténèbres. Le baobab tordu de Mbala devint un lieu de conte, où les anciens racontaient son histoire aux jeunes générations. La méchanceté, disait-il, est une graine qui peut pousser dans n'importe quel cœur. Mais la beauté, comme l'eau claire, nourrit la vie et dure à jamais. Le pouvoir bâti sur la cruauté est fragile comme une toile d'araignée, mais la bonté, ancrée dans la vérité, est aussi solide qu'un baobab.